Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de monnaie et du lien qu'on peut faire entre la monnaie et le logiciel libre. Alors, on va aborder un sujet assez vaste. En 1 heure, on n'aura pas le temps de tout développer. Donc, il y a 3 parties distinctes dans ce sujet. En fait, c'est vraiment la partie théorique, d'où ça vient la monnaie libre, qu'est-ce que c'est en théorie. Dont on va parler dans une première partie. Après, il y a toute la partie technique, comment on a rendu ça réel avec des logiciels libres justement. Et puis il y a une troisième partie, utilisation, puisque cette monnaie existe déjà depuis 1 an, on va en parler. Il y a toute la partie réseau qui est déjà là et qui est en développement. Et cette troisième partie, on va peu en parler aujourd'hui, puisque c'est surtout une présentation théorique et technique. Mais on va en parler quand même un petit peu à la fin, et je vous donnerai des liens à la fin pour aller voir. Donc si à la fin vous n'avez pas compris grand chose et que c'est plus la pratique qui vous parle, je vous invite à aller voir les liens que je donnerai vers les forums, vers les sites où vous pourrez trouver comment ça se passe en réalité. Et aussi pour ceux qui sont sur Paris, il y a des rencontres tous les premiers mardis du mois. Donc là la prochaine ça doit être, je suppose, début juillet, le mardi 3, voilà. Donc pareil, vous pouvez demander l'info auprès de Gérard qui est ici ou d'autres si vous voulez rencontrer les gens. Alors, aussi le diaporama donc qui sera disponible sur mon blog librelois.fr dès cet après-midi, où il y a aussi des diaporamas de toutes mes conférences et d'autres articles autour de la monnaie libre et autres sujets. Alors, donc comme je le disais, il y a 3 parties. La première partie, ça va être d'où ça vient. Donc on va parler de la théorie relative de la monnaie qui a été publiée en 2010 et qui est en fait une approche scientifique de comment faudrait-il créer la monnaie. Ensuite, on parlera du logiciel d'Uniteur qui a commencé, dont le développement a commencé aux alentours de 2013, je crois. Et donc ce logiciel qui a voulu rendre réalité à cette théorie, qui a voulu l'appliquer, puisque sinon, si on ne l'applique pas, on ne peut jamais l'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, ensuite, on parlera de la première monnaie libre qui s'appelle la June et qui a été lancée le 8 mars 2017, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an et quelques mois, et qui compte aujourd'hui à peu près 1200 membres. Alors, pour ça, on va faire ça en plusieurs parties. Donc là, je vous présente le plan. On va faire une petite introduction sur les formes d'intelligence collective et notamment sur la différence entre les aspects centralisés et décentralisés. On va faire beaucoup de parallèles avec la neutralité du net aussi, avec Internet. Donc si vous êtes sensible à la neutralité du net, ça va vous parler. Ensuite, on va définir ce qu'est une monnaie libre, puisque je vous ai toujours pas dit ce que c'est. Donc on va la définir de 2 façons différentes. La première approche, qui est l'approche originelle de la théorie relative de la monnaie, qui est basée sur 4 libertés économiques. On va faire un parallèle entre ces 4 libertés économiques et les 4 libertés du logiciel libre. On va voir qu'il y a des parallèles, il y a une continuité dans la philosophie. Et ensuite, on va aborder l'approche par la neutralité du réseau, puisque finalement, de la même façon qu'on peut définir c'est quoi la neutralité du net, on peut aussi définir c'est quoi la neutralité de l'économie. Et après on essaiera de voir justement des cas existants. On parlera notamment du Bitcoin, mais aussi de la monnaie existante que vous connaissez, qu'on appelle monnaie dette. Et on va voir si ces monnaies répondent ou non aux propriétés d'une monnaie libre. Et ensuite, on vous parlera du projet donc d'Uniteur June. Donc d'Uniteur étant le logiciel qui a donné vie à la première monnaie libre. On parlera un petit peu des grandes bases du protocole, puisque c'est une monnaie basée sur une blockchain. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est très bullshit. Voilà, nous on n'a pas utilisé une blockchain pour être à la mode, c'est juste que ça répondait à un besoin. On avait un besoin concret et ça y répondait. Puis en plus on l'a codé nous-mêmes d'une façon un peu spécifique, de sorte à ce qu'elle ne soit pas énergivore notamment. On en parlera dans cette partie-là. Et puis on finira sur donc l'expérience June. Je vous parlerai un petit peu de ce qui s'est fait en 1 an. Je vous montrerai un petit peu quelques photos. Et puis il y aura une partie questions-réponses ensuite à la fin. Alors, je voulais faire une petite introduction qui parlera pas à tout le monde, mais elle est importante pour moi parce que
c'est comme ça que j'en suis venu à la monnaie libre, moi, en fait. Au départ, je m'intéressais aux différentes formes d'intelligence collective. On pourrait parler des structures de société, si vous voulez. Finalement, la société humaine, avant d'être civilisée, on était des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Donc cette intelligence collective, à l'époque, il n'y avait pas de monnaie, donc c'était encore des tribus, donc c'était du don, du troc, ça marchait pas très bien, mais comme on était des petits groupes d'individus, c'était suffisant, en fait. On n'avait pas besoin de monnaie. Là où on a commencé à en avoir besoin, c'est quand on a voulu échanger avec d'autres tribus, et surtout quand on a commencé à se sédentariser. Là, d'un coup, on a notamment aussi inventé l'écriture, et donc par là même, on a pu écrire ce qu'on se devait les uns les autres. Ça a commencé avec les tablettes sumériennes déjà. On notait, je t'ai vendu 3 bœufs et toi tu me dois 2 vaches. Donc c'est comme ça qu'a commencé la monnaie, en fait. C'est avec l'écriture où les êtres humains ont commencé à compter ce qu'ils se devaient les uns les autres. D'accord ? Et donc, ça correspond aussi à une forme d'intelligence collective qu'on appelle pyramidale. Avec l'invention de l'écriture, on a pu aussi... Avant l'invention de l'écriture, c'était la loi du plus fort. C'était là, en originel, c'était c'est le plus fort qui imposait sa volonté. Et avec l'apparition de l'écrit, on a pu créer ce qu'on appelle des sociétés civilisées, avec des lois, notamment, et des structures. Alors c'était quand même aussi la loi du plus fort, on va pas se mentir, avec les monarchies, tout ça, et les guerres. Mais la particularité, c'est que grâce à l'écriture, on a pu s'organiser et créer des sociétés immenses, alors qu'avant, sans l'écriture, on restait à l'état de nature. Et donc ça nous a permis de créer la monnaie. Et donc c'est une monnaie, toutes les monnaies que vous connaissez actuellement, en fait, c'est ce que j'appelle des monnaies régaliennes, c'est-à-dire des monnaies qui sont garanties par un pouvoir régalien, finalement, un pouvoir central. Que ce soit un État ou une monarchie, qu'importe, ce sont des monnaies régaliennes. Et on a... Avec l'apparition d'Internet notamment, donc là c'est une image de Wikipédia c'était une représentation d'Internet dans les années 90, des liens entre les différents nœuds du réseau. Apparaît une nouvelle forme d'intelligence collective, et donc il y a un organisme de recherche en intelligence collective au Royaume-Uni qui donne des noms à ça, et ils ont appelé ça l'intelligence collective holomidale. Holos, ça veut dire le tout et la partie du tout, c'est une fractale, et midal, c'est le tissu. Et en fait, Internet, c'est ça, c'est un tissu où chaque partie est connectée au tout. Donc le tout est dans chaque partie. Vous avez accès à la connaissance de tout Internet depuis n'importe quel ordinateur. Et donc ça, c'est une forme d'intelligence collective qui s'incarne dans Internet, mais qui s'incarne aussi dans les structures de société, dans les collectifs par exemple. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, cette structure-là, quel type de monnaie peut lui être associée, finalement ? Puisqu'on voit qu'une monnaie régalienne, c'est toujours un pouvoir central, donc c'est vraiment adapté à une société pyramidale où on a une hiérarchie, une institution qui nous dit, etc., comment faire. Mais avec l'apparition d'Internet, il y a beaucoup d'initiatives pour justement, comme il y en a plein, pour avoir par exemple des plateformes de vote en ligne, où on aurait peut-être moins besoin d'intermédiaires pour pouvoir gouverner, on va dire. Donc ça, c'est aussi un autre sujet passionnant, les nouvelles formes de gouvernance qui émergent. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est en lien aussi. Et donc, voilà pour les formes d'intelligence collective. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans tout système, et aussi dans toute monnaie, vous avez une structure derrière, qui va être soit centralisée, soit décentralisée. Et c'est ça qu'on appelle holomidal. Et c'est ça qu'on va essayer de faire après avec la monnaie actuelle et avec le Bitcoin aussi. On va regarder finalement ces monnaies, est-ce qu'elles sont plutôt de type pyramidal ou du type holomidal dans leur structure profonde. Mais d'abord, on va définir ce qu'est une monnaie libre. Et on va voir que ça a un lien avec ce que j'ai dit juste avant. On le verra dans la partie notamment sur l'approche par la neutralité du réseau. On verra que la notion de neutralité du réseau, elle a vraiment un lien avec la structure d'intelligence collective holomidale, décentralisée. Mais d'abord, la monnaie libre, ça vient de quoi? Donc ça vient d'une théorie, la théorie relative de la monnaie, qui a défini 4 libertés économiques. Donc les libertés, c'est l'utilisateur qui est libre, c'est vous. C'est-à-dire, de la même façon que quand vous utilisez un logiciel, vous avez des libertés ou vous n'en avez pas, eh bien quand vous utilisez une monnaie, c'est pareil. La monnaie, c'est un outil, et les humains qui s'en servent, ils ont certaines libertés ou pas. Donc il y a un type qui s'appelle Stéphane Laborde, qui a postulé 4 libertés économiques, et à partir de ces axiomes-là, il a établi une théorie où il a essayé de voir où est-ce que ça le menait et vers quelle forme de monnaie ça le menait. Et donc la première
qu'on appelle la liberté zéro, parce que bon, dans les milieux informaticiens, on aime bien commencer par le zéro, voilà. On commence souvent par zéro. C'est le fait que l'individu est libre du choix de son système monétaire. Et donc là, vous avez une image avec une diversité de monnaies. Donc là, c'est principalement des crypto-monnaies. Vous avez plein de logos. Donc ça représente cette liberté, cette diversité. Le fait qu'aujourd'hui, avec l'apparition des crypto-monnaies, vous êtes libre, vous avez plein de monnaies possibles, en fait. Donc cette liberté-là, elle est possible via les crypto-monnaies. Via la monnaie régalienne, qu'on utilise tous, cette première liberté n'est pas respectée déjà. Parce que vous n'êtes pas libre d'utiliser ou de ne pas utiliser l'euro. Vous êtes obligé de l'utiliser. Donc déjà, l'euro ne respecte pas cette première liberté. Et donc de la même façon qu'un logiciel qui vous est imposé, voilà, par exemple, je sais pas, vous cherchez du boulot et puis on vous impose de faire un document dans un format privateur Office, ça respecte pas la liberté de choisir finalement quel logiciel vous allez utiliser. Et notamment, donc la liberté associée au niveau du logiciel, c'est la liberté de pouvoir exécuter le programme pour ce qu'on veut en fait. Même si c'est pas l'usage qui a été prévu au départ, ce qui permet le hack. C'est pareil pour la monnaie, il faudrait qu'on puisse l'utiliser pour ce qu'on veut, même si c'est pas l'usage qui a été prévu au départ. Ensuite, la liberté 1, donc la deuxième, qui a été posée par Stephen Laborde, c'est le fait que l'individu doit être libre d'utiliser les ressources. C'est-à-dire on a des ressources sur la planète et il ne faudrait pas que seuls certains individus puissent les utiliser et que les autres n'y aient pas accès. Donc l'individu doit être libre d'utiliser les ressources. Alors cette utilisation doit être conforme à la non-nuisance, parce qu'ici la liberté, dans mon propos, la liberté est définie comme la non-nuisance à soi-même et à autrui en fait. On dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. La liberté, c'est un concept symétrique. C'est pas je fais tout ce que je veux. Alors ensuite, et ça c'est la liberté la plus fondamentale sur laquelle on insistera plus tard, sur laquelle on reviendra, c'est la liberté de produire et d'estimer toute valeur. Alors ici vous avez une image que j'aime beaucoup, vous avez un cylindre, et donc il y en a un qui voit un carré et une autre personne qui voit un cercle, selon l'observateur. Qui a raison ? Chacun a raison en fait, les deux. Pourtant, ils ont des vérités incompatibles entre eux, mais ils ont raison. De la même façon, voilà, moi j'ai un voisin, il rêve de s'acheter le dernier iPhone 10. Pour lui, ça a beaucoup de valeur. Pour moi, ça vaut rien, parce que c'est une prison, je peux rien faire avec, je peux pas installer mes propres applis. Donc pour moi, ça n'a pas de valeur. Pour lui, ça en a beaucoup. Et donc ici, on voit que dire qu'un objet, même un objet, c'est pourtant très concret, on ne parle pas d'un service, dire qu'un objet a telle valeur, dire que cette bouteille d'eau, par exemple, elle a telle valeur, on ne sera pas tous d'accord en fait. Et on pourrait se demander, on pourrait croire qu'il existerait un référentiel absolu qui dit si cette bouteille d'eau elle a telle valeur et qu'elle vaut tel prix. Mais en fait, quand on cherche, on n'arrive pas à définir ce référentiel-là. C'est la différence principale entre la science et l'économie. En science, quand vous avez une théorie, vous pouvez la confronter au réel, vous pouvez faire une expérience et puis voir si votre expérience confirme ou infirme votre hypothèse. En économie, si vous dites cette bouteille d'eau elle vaut tant en telle monnaie, la seule expérience que vous pouvez faire c'est essayer de la vendre. Et puis vous allez bien voir si quelqu'un vous l'achète au prix que vous avez prévu ou pas. Et en fait on voit bien que ce qui définit la valeur dans l'économie, finalement c'est les humains. Finalement c'est les actes quotidiens d'achat et de vente entre humains, c'est ça qui définit la valeur. Mais l'objet il n'a pas de valeur intrinsèque en soi. La valeur économique, ça n'existe pas dans la nature. L'économie, c'est une invention de l'être humain. Donc ce qui est fondamental ici à comprendre, pour comprendre la monnaie libre, c'est que on part de cette liberté-là qui implique que la notion de valeur économique n'est pas extérieure à l'humain. Elle est relative à l'humain, elle est subjective. Il n'existe pas de valeur économique objective. Ça, c'est un point fondamental. Et enfin, alors, il est revenu à l'envers, excusez-moi. Voilà. Et enfin, l'individu doit être libre d'échanger dans la monnaie. Et oui, parce que c'est bien beau de dire, voilà, ok, une monnaie libre est possible, elle a telle propriété, c'est cool. Mais si j'ai pas le droit d'afficher mes prix dans cette monnaie libre, par exemple, si je rejoins la June, faut que j'ai le droit de pouvoir vendre cette bouteille d'eau en June, par exemple.
Voilà, ça c'est important. Et voilà, j'ai mis en face la liberté de Fortier dans les logiciels libres qui est très importante. Hein. Alors ensuite, la monnaie. Donc pourquoi on s'est mis à utiliser de la monnaie? Après tout, il n'y avait pas de monnaie au début de l'histoire des hommes et des femmes, des humains. Eh bien, c'est parce que le troc, en fait, c'est limité. Là, vous avez 3 individus, Alice, Bob et Chris. Et supposons, voilà, Bob, il veut quelque chose que produit Alice, mais Alice, elle veut pas de ce que produit Bob. Elle veut de ce que produit Chris. Donc, ils peuvent pas troquer, en fait. Ils sont coincés. Dans la vie, parfois, vous pouvez troquer parce que vous avez un besoin symétrique avec l'autre. Vous avez besoin de quelque chose que l'autre produit et lui a besoin de ce que vous produisez. C'est seulement dans ce cas-là que vous pouvez troquer. Et en fait, c'est un cas assez restreint. On peut pas faire une économie du troc globalisée parce que rapidement, on n'a pas les mêmes besoins, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un intermédiaire d'échange qu'on a appelé plus tard monnaie. Puisqu'à l'époque, ça a commencé 3500 avant Jésus-Christ avec les tablettes d'argile sumériennes. Ils appelaient pas ça monnaie à l'époque. Mais déjà, techniquement, c'était une monnaie. Puisqu'ils notaient ce qu'ils se devaient les uns les autres. Alors, ensuite, on va donc définir ce qu'est une monnaie libre aujourd'hui en partant de la notion de la neutralité du réseau. Alors, finalement, une économie, c'est un réseau d'êtres humains qui s'échangent des valeurs économiques entre eux. Finalement, c'est comme le réseau Internet, mais vous remplacez les routeurs par des êtres humains et vous remplacez les paquets par les biens et services. Alors, oui, et donc ce que j'ai marqué là aussi, c'est important. Il y a plusieurs formes de réseaux. Vous avez Internet, mais il n'y a pas eu toujours Internet. Il y a eu le Minitel, par exemple, qui était un réseau centralisé. Et autant la forme du réseau d'information, elle a un impact sur les flux d'informations, sur les flux de paquets. Avec un Minitel, vous pouvez censurer plus facilement, rendre des sites plus rapides, d'autres plus longs, etc. Avec un réseau vraiment bien décentralisé, c'est plus difficile. Alors, est-ce qu'Internet est vraiment bien décentralisé? C'est une autre question, pas totalement, c'est un autre sujet, on pourra en parler en off. Mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que la forme du réseau, elle a un impact sur les flux en fait. Votre réseau, il peut être centralisé, acentré, circulaire, plein de façons différentes. Et c'est valable pour le réseau économique aussi en fait. Le réseau économique, il a une certaine forme, on parle de topologie. Et on va essayer de voir ensemble justement quelle est un peu la forme, la topologie du réseau économique actuel et quels problèmes ça pose. Mais avant ça, on va essayer de définir qu'est-ce que serait une économie neutre, et donc une monnaie neutre, puisqu'une économie a besoin d'une monnaie, ou de plusieurs. Donc on sait que pour les réseaux d'information, tels qu'Internet, ça c'est connu, la neutralité elle est définie comme l'égalité de traitement de tous les flux de données. Finalement, on peut dire que un réseau économique, c'est un réseau d'humains qui s'échangent des flux de valeurs économiques. Et donc une économie neutre, ce serait une économie où il y aurait une égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques. On ne sait pas si c'est possible à ce stade-là. On ne sait pas si ça existe. On pose juste comme condition, ok, voilà ma définition d'une économie neutre. Ensuite, on va voir, est-ce qu'il peut exister une monnaie conforme à cette définition ou pas? Ça aurait pu être non. On aurait pu trouver que, en fait, c'est pas possible. Voilà, on arrête tout. Il s'avère qu'il existe une solution unique, mathématiquement. Alors donc, une monnaie neutre, ce serait une monnaie qui respecte ce principe donc d'égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques. Alors ensuite, on peut essayer de voir les monnaies actuelles, qu'on appelle les monnaies dettes, telles que l'euro, est-ce qu'elles respectent cette égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques? Est-ce qu'elles sont neutres? C'est ça la question. Donc là, je vous ai marqué un petit peu rapidement comment fonctionne l'euro, par exemple. Donc en fait, c'est une monnaie qui est créée par le crédit uniquement. C'est-à-dire que tous les euros que vous avez dans votre poche, c'est le crédit contracté par quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle de monnaie dette. Et donc, ça pose plusieurs problèmes en fait, puisque ça crée une force de rappel. Puisque ces crédits, il faut forcément les rembourser un jour, en plus avec des intérêts. Et donc, on a finalement une topologie qui est centralisée autour des banques émettrices. Principalement les banques commerciales privées. La BCE, en fait, elle crée les pièces et les billets, mais c'est moins de 10% de la masse monétaire totale. Alors ensuite, on pourrait se dire, l'euro, sur quoi c'est fondé? Selon quelles règles on en crée? On ne sait pas. Il y a pas de... C'est basé sur rien en fait, il n'y a pas de règle qui définit quel volume d'euros on peut créer ou on doit créer.
c'est un peu flou. Et c'est ce que montre ce graphique qui est très important. Il montre l'évolution de la masse monétaire totale d'euros, donc depuis le lancement de l'euro en 2002 jusqu'à novembre 2016. D'accord ? Et donc vous avez ce qu'on appelle M1, M2, M3, ça parlera aux économistes. Bon, ça sépare différents endroits où est la monnaie dans l'économie, en gros, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est M3, c'est la somme. On voit qu'on avait environ 4 000 milliards d'euros au lancement de l'euro, il y a donc plus de 15 ans maintenant. Et puis aujourd'hui, on est aux alentours de 12 000 milliards d'euros. Donc on a triplé la masse monétaire, il y a 3 fois plus d'euros en circulation. Pourquoi ? Et puis on voit que l'évolution, elle n'est pas lisse, elle suit pas une loi particulière. C'est très chaotique en fait. Si vous vous rapprochez, vous verrez que c'est très chaotique. Et c'est ce que montre la courbe verte. La courbe verte, c'est le différentiel en fait. Elle mesure en fait la variation en pourcentage de la masse monétaire totale. Et on voit qu'elle est complètement chaotique. Donc en fait, on ne sait même pas combien il va y avoir d'euros en circulation dans l'avenir. C'est en fonction des créations et destructions d'euros. Alors comment l'euro est détruit ? Eh bien quand vous remboursez votre crédit. Comme l'euro est créé uniquement par le crédit, supposons vous empruntez, je ne sais pas, 100 000 euros pour acheter votre maison, et votre banquier, bon, il va vous mettre un intérêt à 3 ou 4%, mais c'est sur 20 ans, donc en fait, au final, vous allez lui payer 40 000 euros d'intérêt sur 20 ans, donc c'est plus de 40%, mais comme c'est 3 ou 4% par an, ça fait 40% au bout de 20 ans. Eh bien, vous allez finalement lui rembourser 140 000, bah, les 40 000 d'intérêt, il les garde, mais ils viennent d'ailleurs dans l'économie. En revanche, les 100 000 euros qu'il avait créés de capital, il va les détruire. Le banquier détruit le capital. C'est pour ça que la masse monétaire euro, elle peut baisser des fois. Et quand elle baisse drastiquement, donc là on voit la chute, c'est la crise de 2008 en fait, c'est quand tout le monde s'est mis à rembourser massivement ses dettes en fait, parce qu'il y avait des risques, il y avait eu une grosse banque aux États-Unis qui avait fait faillite, et donc il y avait un risque que tout le système s'écroule, et donc plein de gens, tout le monde s'était mis à essayer de rembourser ses dettes finalement, et donc là on a eu une petite chute de la masse monétaire. Mais tout ça on voit que c'est pas basé sur un invariant particulier, il n'y a pas de loi spécifique, c'est un peu le bordel en fait. Et enfin, le plus important à retenir, c'est que la topologie de l'économie monnaie-dette, de l'économie actuelle, elle est extrêmement centralisée en fait. Quand vous avez un grand projet, bah, il faut que vous soyez bankable, c'est-à-dire il faut que vous arriviez à convaincre une banque de financer votre projet. Donc voilà, si j'ai un super projet de moteur à eau, le concept fonctionne, on a la proof of concept, on a besoin de financement pour le développer de manière un peu plus industrielle, bah non, le banquier n'est pas intéressé, c'est pas rentable. Ah oui, si les gens achètent plus de carburant et tout le monde a de l'eau chez lui, donc bon. Par contre, j'ai un projet j'ai besoin de creuser un puits de gaz de schiste, là ça m'intéresserait beaucoup. Bon, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est très rentable. Il n'y a pas de souci, le banquier, justement, il a de quoi me financer. Donc il va me proposer quelques milliards, et puis je lui rendrai plus tard, mais bon. Et puis en plus, c'est pas basé sur la rentabilité absolue, puisque la rentabilité, on peut pas savoir. C'est basé sur la rentabilité espérée, du point de vue du banquier. Alors déjà, le banquier il peut se planter, il peut estimer rentable un projet qui l'est pas, ou estimer pas rentable un projet qui l'est, mais pire que ça, la notion de rentabilité économique n'a pas de lien avec l'utilité sociale. C'est-à-dire qu'un projet qui est de forte utilité sociale, mais qui serait pas spécialement rentable, mais qui nous permettrait d'être à l'équilibre dans ses financements, bah le banquier il va pas le financer, c'est pas intéressant pour lui. Donc on voit bien que la façon dont est créée la monnaie, la façon dont elle est injectée dans l'économie, n'est pas basée sur l'utilité sociale, elle est basée sur la rentabilité espérée à court terme des banquiers. Et donc ça pose plein de problèmes. Et donc c'est pas du tout une économie neutre en fait. Elle est extrêmement centralisée, puisque si vous n'êtes pas pote avec le banquier ou s'il n'aime pas votre dossier, il financera pas votre projet et tant pis pour vous en fait. Alors, donc... On va poursuivre dans la définition de ce qu'est une monnaie neutre. Donc, qu'est-ce que serait une monnaie qui n'a pas ces problèmes-là, finalement ? Donc déjà, d'une part, il faudrait qu'elle soit neutre dans l'espace. C'est-à-dire que, finalement, chaque être humain co-crée la même part de monnaie à un instant T. Donc là, on voit un réseau centralisé. On peut dire c'est une banque qui émet la monnaie et puis c'est les entreprises et les particuliers qui la reçoivent et qui doivent ensuite travailler pour pouvoir rembourser cette dette. Et puis là, ça serait une émission décentralisée où tout le monde émet un peu de monnaie. Mais dans l'espace, c'est pas suffisant. Parce que, voilà, les êtres humains sont mortels. Quand on pense économie, donc là en vert, vous avez l'économie actuelle, c'est les humains qui vivent. Et puis en rouge, vous avez les morts.
Et puis en jaune, vous avez ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont arriver. Et donc l'humanité est un flux. Donc quand on regarde l'économie, si on regarde par exemple il y a 80 ans, il y avait une économie, mais on n'était pas là, c'était nos descendants. Et si dans 80 ans l'humanité est toujours là, il y aura une autre économie, toujours. Il y aura toujours une économie, mais ça sera plus nous. Nous, on sera tous morts en fait, presque tous. Et ça, on peut le visualiser en fait quand on regarde une cascade. Quand vous regardez une cascade, vous la prenez en photo. Supposons que vous prenez 2 photos à 1 seconde d'intervalle. Bah pour vous, c'est la même cascade. Elle n'a pas changé. Et pourtant, les gouttes d'eau qui sont dedans, c'est plus les mêmes. Les gouttes d'eau, elles sont tombées en bas, puis c'est de nouvelles gouttes d'eau qui sont arrivées. Eh bien, l'humain, c'est pareil. Quand on parle de l'humanité, au fil de l'histoire, on a l'impression qu'on parle de la même humanité, mais non. Il faut comprendre que les humains sont remplacés à chaque fois. Et donc ça, c'est important pour la monnaie. Pourquoi ? Parce que si on commence à dire, bon, très bien, on va tous co-créer la même part de monnaie, comme ça, ce sera neutre, il n'y a pas d'humain qui est privilégié sur la création monétaire. Donc supposons, là, on est, je sais pas, supposons on est 50, et puis on va dire qu'on crée tous chacun 10 unités de monnaie, d'accord ? Donc on a une masse monétaire de 500, vous êtes d'accord ? Et puis un jour, parmi vous, il y en a 2 là qui se mettent ensemble, qui se marient, puis qui ont des enfants. Alors comment on fait pour vos enfants ? Parce que nous, on avait 10 sur 500, puis vos enfants, ils vont créer 10 aussi, ils vont avoir 10 sur 520, si vous avez 2 enfants, par exemple. On voit que la part de monnaie qu'ils vont créer, elle sera plus faible, en fait, que nous. Si j'ai 10 sur 500, c'est pas pareil que si j'ai 10 sur 5000 ou sur 1 million. C'est pour ça que par exemple, si je vous dis 1000 euros, c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Ça dépend relativement à quoi ? Alors le repère, par exemple, en zone euro, ça va être la masse monétaire moyenne. On sait que la masse monétaire moyenne par citoyen européen, c'est environ 40 000 euros par citoyen européen. Donc on sait que si vous les avez pas, je suis désolé, vous êtes en dessous de la moyenne en fait. C'est comme ça. Et donc on voit que dire que si c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend en fait par rapport à quoi. Donc c'est par rapport à la masse monétaire totale d'euros qu'on peut dire si 1 euro c'est beaucoup ou pas. C'est la même notion que de dire si je paye ma baguette 1 euro mais que mon salaire c'est 1000, c'est pareil que si je paye ma baguette 1000 euros mais que mon salaire c'est 1 million. C'est juste nous on a l'habitude d'une monnaie forte, mais il y a d'autres pays comme au Vietnam par exemple, ils ont des monnaies où typiquement ils ont des billets de 500 000, ils payent des trucs 10 000, 20 000, 50 000, alors je connais pas le nom de la monnaie vietnamienne mais vous comprenez l'idée. Et pour eux 50 000 c'est pas beaucoup, alors que pour nous c'est énorme. Donc il faut comprendre que les nombres en soi ils veulent rien dire, ils veulent dire quelque chose seulement relativement à une quantité totale. Et donc c'est pareil, si on dit ok on va tous co-créer la même part de monnaie, dire qu'on co-crée tous 10 en soi ça veut rien dire. Ce qui compte c'est qu'on co-crée tous la même part relative de monnaie. Par exemple on va tous co-créer un pourcentage de la masse monétaire moyenne. Et donc c'est ça l'idée principale de la théorie relative de la monnaie, c'est de prendre en compte le flux des humains et de dire ok, si on co-crée la monnaie, tous la même part de monnaie, finalement une sorte de co-création par revenu de base, eh ben, il faut que ce revenu de base, il augmente avec le temps pour que moi et mes enfants, pour que mes enfants co-créent la même part relative de monnaie que moi. Si moi, dans ma vie, j'ai créé 10 sur 500, eh ben, eux, s'ils ont 5000, il faut qu'ils aient créé 100 sur 5000. Pour qu'ils aient créé la même part relative que moi. Et donc tout ça, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par les formules, il y a sur la théorie relative de la monnaie, tout ça est explicité mathématiquement. Il y a des formules après, j'en avais mis quelques-unes là, vous n'êtes pas obligé de suivre pour ceux qui n'aiment pas les formules. Mais en gros, il y a plusieurs façons de démontrer le résultat. Et il y a une démonstration que j'aime bien qui est avec les temps de résidence, pour ceux qui ont fait un peu de mécanique des fluides, on a un réservoir finalement, et on dit les humains finalement c'est un réservoir, la monnaie aussi, et le temps de résidence des humains c'est l'espérance de vie, finalement l'espérance de vie moyenne c'est le temps de résidence des humains, c'est la définition, parce que le temps de résidence d'un élément dans un ensemble, c'est justement la durée de vie moyenne de l'élément dans cet ensemble. Donc on a, et puis après on a des flux, puisque les humains il y a des naissances et des morts, et à partir du temps de résidence vous pouvez définir un flux. On sait que dans la société occidentale par exemple c'est 80 ans l'espérance de vie. Donc le flux d'humains à démographie constante, c'est 1/80e. Tous les ans, il y a 1/80e de l'humanité qui est remplacé. Ça, c'est quand on raisonne pour démographie fixe. Parce qu'on peut raisonner à démographie variable après, mais c'est plus compliqué. Et ce que montre la théorie relative de la monnaie, c'est qu'elle fait la démonstration à démographie constante, en fait. Et elle montre ensuite qu'on peut généraliser le résultat obtenu avec une variation du nombre d'humains. Donc voilà, j'avais mis quelques formules, mais en gros, ce que montre la théorie relative de la monnaie, finalement, c'est que les temps de résidence
de l'humain et de la monnaie, que j'appelle TH et TM, doivent être proportionnels, selon un coefficient. Là j'ai mis alpha, mais on peut l'appeler comme on veut, c'est pas important. Vous avez la démonstration complète de cette formule-là sur mon blog. J'ai fait un article qui s'appelle Argent neutre, où il y a une démonstration justement basée sur ce concept de temps de résidence. Et in fine, je vous épargne les calculs, là je vous ai pas tout mis. In fine, on arrive au calcul que le revenu de base, qu'on appelle DU, on l'appelle dividende universel, nous, mais on peut l'appeler revenu de base aussi, il doit être un coefficient de la masse monétaire moyenne. Là, le alpha sur EV, c'est une constante en fait, et M, c'est la masse monétaire totale, et N, c'est le nombre d'humains. Donc c'est la masse monétaire moyenne en fait. Donc là encore, c'est pas grave si vous comprenez pas les formules, je les mets pour ceux à qui ça parle, mais de toute façon, elles sont sur mon blog, et elles sont aussi sur la théorie de la monnaie, qui est disponible sur Internet, hein. C'est une théorie qui est sous licence libre, donc qui est librement téléchargeable en PDF. Alors ensuite, cette formule-là, dire qu'on va créer la monnaie de cette façon, ça a des conséquences. Et donc ensuite, ce qu'a fait Stéphane Laborde quand il a obtenu cette formule, c'est qu'il s'est dit ok, cette monnaie, ça a telle propriété. Donc on va voir ensemble quelles sont les propriétés d'une monnaie libre. C'est-à-dire une monnaie libre, c'est quoi? C'est une monnaie qui est co-créée par tous les êtres humains, par dividende universel, selon cette formule en fait. Alors en fait, ça a plusieurs propriétés. Comme un être humain qui rentre dans une telle monnaie, il va créer de la monnaie constamment. Donc il faut définir un intervalle, ça peut être tous les ans, tous les mois, tous les jours, et le calcul va se faire en fonction de la période. Ça, c'est pas important. Là, par exemple, c'est tous les ans. Donc par exemple, tous les ans, il crée de la monnaie. Donc en bleu, c'est un humain qui crée de la monnaie. Et en orange, c'est la masse monétaire moyenne. Donc il arrive à la naissance, il a 0. Et puis comme on voit que la masse monétaire elle augmente de façon exponentielle vers l'infini, en fait on n'arrive pas à voir la différence à gauche entre la monnaie qu'a un humain et la masse monétaire moyenne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à droite, c'est les mêmes calculs, mais au lieu d'exprimer la monnaie en nombre, au lieu de dire j'ai 1000 euros, on va compter en nombre de dividendes universels. En fait. C'est-à-dire le dividende universel, c'est ce que vous créez chaque jour. Ou chaque année, ici c'est pour des années. C'est comme si on comptait en nombre de revenus de base, si vous voulez. C'est comme si on disait aujourd'hui le revenu de base c'est 1000 euros, et au lieu de compter en euros, on va compter en revenus de base. Et on va dire une voiture c'est 5 revenus de base ou 10 revenus de base. Et comme ce revenu de base il augmente avec le temps, et le fait de compter en revenus de base, on se retrouve finalement avec une masse monétaire moyenne fixe, constante. C'est ça qui est assez incroyable en monnaie libre, c'est qu'on a l'impression qu'on crée de la monnaie de façon exponentielle, mais en fait non. Si on regarde en nombre de revenus de base, la masse monétaire moyenne, elle est constante. Donc on ne crée jamais de monnaie en fait. Et on remarque une autre propriété remarquable, c'est qu'un humain qui part à 0, son solde sur son compte, s'il ne fait rien, s'il n'échange pas, s'il n'achète pas, ne vend pas, va naturellement croître vers la moyenne, tout seul, en environ 40 ans, une demi-vie. Et donc, cette croissance vers la moyenne, elle crée un phénomène d'attraction vers la moyenne qui est équivalent à une répartition, et je vais vous le montrer avec ces graphes-là. Donc ça, c'est un graphique qui démontre qu'en fait, une monnaie libre, selon un taux, alors la théorie de la monnaie montre que le taux de croissance du revenu de base, pour être acceptable, il doit être dans une certaine gamme qui dépend de l'espérance de vie, et elle montre que pour une espérance de vie de 80 ans, pour nos sociétés, 10% c'est un bon taux. Et ce que montrent ces graphes, c'est qu'une monnaie libre qui serait avec un taux de 10%, ça serait strictement équivalent à pas créer de monnaie, mais à créer une taxe. On taxerait tous les comptes à 10%, on les met dans une caisse commune, et on va redistribuer le produit de cette caisse commune à tout le monde. Donc là, vous voyez, vous avez 3 individus qui ont 150, 300 et 450 francs. Voilà, ça c'était des francs, ce graphe. Et puis on voit le premier cas, on dit ok, supposons, on co-crée tous 10% de la masse monétaire moyenne. C'est ça la monnaie libre. Donc là, il y a 900 francs en circulation, 10% c'est 90, donc tout le monde crée, donc on crée 90 au total qu'on répartit entre tout le monde. Donc comme ils sont 3, chacun va créer 30 francs. Et donc on voit il passe de 150 à 180, 300, 330, 450, 480. Donc ça c'est après avoir création d'un dividende universel, d'accord? Et si on fait un produit en croix, qu'on ramène ces 990 francs de nouveau à 900 francs, on remarque quoi? On remarque qu'en jaune là, la personne, Justine elle s'appelle, qui était à 300 francs, à la masse monétaire moyenne, elle est toujours à 300 francs, elle est toujours à la moyenne. Amina en vert, qui était en dessous de la moyenne, qui était plus pauvre, elle est montée, elle est passée de 150 à 164 francs. Donc son solde a augmenté vers la moyenne.
Et très surprenant, Liliane, qui était à 450 francs, et ben en fait, elle a perdu de l'argent. Elle est à 436. Alors, je dis argent parce que tout le monde dit argent, mais bon, l'argent c'est un métal. Hein. Normalement, il faut dire monnaie. C'est plus propre. Et donc, ce qu'on voit en monnaie libre, c'est que les personnes qui ont un solde au-dessus de la masse monétaire moyenne, si elles ne font rien de leur monnaie, voient leur solde décroître vers la moyenne en nombre de dividendes universels. Et ça, c'est très intéressant puisque ça génère ça. Ça génère un phénomène d'attraction vers la moyenne, en fait, qui réduit les inégalités. C'est comme si ceux qui sont au-dessus de la moyenne donnaient de leur monnaie à ceux qui sont en dessous de la moyenne. Sauf qu'ils n'ont rien à donner. Eux, ils ont l'impression qu'on leur prend rien. Eux, ils créent leurs dividendes tous les jours. On leur prend rien, concrètement. Bob, ici, qui est en orange, et son solde descend, on ne lui prend rien. Il ne fait que créer de la monnaie constamment, lui. Et pourtant, relativement à la masse monétaire moyenne, son solde descend. Et donc là, on a l'équivalent avec une taxe. On reprend les trois mêmes personnes qui avaient 150, 300 et 450 francs. On dit, ok, on taxe tous les comptes à 10%. Donc je prends 30 francs à tout le monde. Et cette fois, la taxe, il faut aller la chercher. Il y a des fraudes, donc il faut la répression des fraudes, c'est compliqué. Je crée une caisse, et puis cette caisse commune, je redistribue à tous les citoyens. Donc là, on a fait un cas simple avec 3 citoyens, mais ce serait le même raisonnement avec 60 millions de citoyens. Et in fine, on a les mêmes résultats. Si je remonte par rapport à dessus, on a les mêmes chiffres en fait. Et nos trois individus, ils ont exactement le même résultat que s'ils avaient créé un dividende universel. Donc ce que montre ce graphique, c'est que co-créer la monnaie par revenu de base qui augmente de 10% par an, c'est strictement équivalent à ne jamais créer de monnaie, à taxer tous les comptes à 10% et à redistribuer cette taxe à tout le monde. Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi pas le faire? Pourquoi pas aller voir nos politiques et leur dire, bah voilà, on va taxer tous les comptes à 10%. Bah déjà, il faut les convaincre, les politiques. Et puis, le problème, c'est qu'il y aura toujours de l'évasion fiscale. Donc les taxes, ça marche pas bien. On voit bien que ceux qui sont vraiment riches, ils arrivent toujours à cacher leur argent quelque part, de sorte à ce qu'on puisse pas les taxer. Alors qu'avec le système du revenu de base ou du dividende universel, le riche, il aura beau aller cacher sa monnaie dans les paradis fiscaux, eh ben, il va quand même subir cette légère dépréciation de sa monnaie, parce qu'elle se déprécie non pas parce qu'on lui la prend, mais parce que la masse monétaire totale augmente, donc sa part de monnaie à lui, elle diminue. Supposons que je suis très riche et je possède 100 sur 1000, eh ben, le jour où il y a 10 000 et que j'ai rien fait de ma monnaie, j'ai 100 sur 10 000, j'avais 10% de la monnaie, j'ai plus que 1% de la monnaie. Donc mon poids dans l'économie, il a diminué, en fait. Alors que j'ai jamais été taxé nulle part. D'accord ? C'est ça que permet une monnaie libre. Alors, donc là, on a vu les propriétés d'une monnaie libre. Maintenant, on va se demander... on va parler du Bitcoin, puisque c'est la crypto-monnaie la plus connue, et que la première monnaie libre est aussi une crypto-monnaie. Et donc, ça me paraît important de montrer à quel point elles sont très différentes. Donc, on peut se demander si le Bitcoin est une monnaie libre ou pas. On va voir que non, en fait, pas du tout. Donc le Bitcoin, il a des avantages, effectivement. Ça a été la première monnaie qui est basée sur un logiciel libre et qui est créée de manière décentralisée. C'est un réseau d'ordinateurs, peer-to-peer, et qui est une monnaie donc réellement sécurisée, basée sur des concepts cryptographiques. Donc c'est beaucoup plus sécurisé que les banques, en fait. Mais ça a beaucoup d'inconvénients. Parce que déjà, l'humain est absent là-dedans. La monnaie est créée uniquement par des machines. Et c'est une création asymétrique basée sur la puissance de calcul. Donc sur la capacité à investir dans les fermes de calcul. Donc plus vous êtes riche en euros ou en dollars, plus vous serez riche en bitcoin parce que vous pouvez investir dans les fermes de minage. Donc c'est pas libre du tout. Et en plus c'est une catastrophe écologique puisqu'on a là par exemple une photo d'une ferme de bitcoin en Chine qui a brûlé en fait parce qu'il faisait trop chauffer les ordinateurs. Il faut comprendre qu'en fait c'est des millions d'ordinateurs qui en boucle calculent. Et c'est basé sur la croyance erronée, comme on l'a vu tout à l'heure, selon laquelle il faudrait que la monnaie soit basée sur quelque chose. C'est basé sur les mineurs d'or et ça on voit bien que forcément si on reprend les idées du passé, ça marche pas. Alors du coup, nous, le projet d'Unitor-June, donc c'est l'application concrète de la théorie relative de la monnaie qu'on a abordé un petit peu juste avant. Donc c'est un logiciel, bon il y a plusieurs implémentations en différents langages, TypeScript, Rust pour ceux qui connaissent. Et donc il y a un forum.unitor.org où vous pouvez aller voir. Donc c'est basé sur une blockchain. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'était une blockchain pour démystifier, parce que tout le monde dit que c'est un truc super compliqué, mais en fait non, pas du tout. En fait c'est un grand livre de compte commun, anonyme et infalsifiable,
ce serait comme plusieurs livres qu'on empile, et chaque livre contient une empreinte qui est le résumé du livre précédent. Et donc ça crée un effet domino. Et du coup, si je veux modifier le livre 1 pour dire quelqu'un m'a donné 1 million d'unités monétaires, quelle que soit la monnaie, pour tricher, pour être plus riche, et ben du coup l'empreinte du livre 1 dans le livre 2 sera plus valable, et du coup le livre 2, comme son empreinte dans le livre 3, elle sera plus valable. Et comme ces empreintes, bon, c'est ce qu'on appelle des hashes, hein, pour ceux qui connaissent, on montre que si vous changez une virgule, en fait l'empreinte change complètement. Donc si vous essayez de modifier une donnée dans la chaîne de blocs, puisque blockchain c'est une chaîne de blocs en fait, eh bien par effet domino vous devrez modifier tous les blocs suivants, tous les livres suivants. Et donc ça c'est très compliqué à faire. Et c'est ce qui fait qu'une blockchain est sécurisée en fait. Donc ensuite, bon, je voulais parler un petit peu de la preuve de travail, mais bon, j'ai plus le temps, donc je vais sauter, puisque j'ai plus que 15 minutes. Et on va parler de l'essentiel pour aujourd'hui. Donc, la monnaie libre, elle est basée sur le fait qu'un humain crée un revenu de base, qu'on appelle aussi un dividende universel. Donc on a un besoin particulier, que n'ont pas les autres crypto-monnaies, c'est qu'on a besoin d'identifier les individus. On a besoin d'identifier, de s'assurer que chaque être humain crée un seul revenu de base, un seul dividende universel. C'est à peu près synonyme. Et donc pour ça, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de double compte, parce que sinon vous rentrez, vous créez 10 comptes et puis vous créez 10 fois plus de monnaie que les autres. Et comme on veut que ce soit un système indépendant de tout État ou de toute institution, on ne veut pas dépendre d'un État qui émet des documents d'identité, parce que sinon ce serait un système centralisé en fait. L'État il peut très bien émettre des faux documents d'identité pour fausser la monnaie. Et puis comment on fait pour les sans-papiers si on veut utiliser accès à la monnaie. Voilà, ça pose plein de problèmes. Et puis en plus, la monnaie libre, nous, qu'on met en place, elle n'est pas limitée à l'État français. Je veux dire, pourquoi se limiter à l'État français ? On a des Belges, des Suisses qui sont intéressés, des Espagnols, des Italiens. Pourquoi ils pourraient pas ? Et le problème des documents d'identité, en plus, c'est que c'est très compliqué à l'international. Il n'y a pas les mêmes normes pour implémenter ça dans les logiciels. Bonjour. Et in fine, il y a des possibles falsifications, de faux papiers, etc. C'est pas spécialement fiable. Enfin bref, on n'a pas envie de se baser là-dessus, concrètement. Surtout, on ne veut pas dépendre d'un État. Donc, on se certifie les uns les autres. On a créé une toile de confiance. On s'est inspiré d'un concept qui existait, mais qui est très différent. C'est la toile de confiance PGP, pour ceux qui connaissent, qui utilisent un peu PGP pour chiffrer ses mails. On s'est inspiré un peu de leur système de toile de confiance, mais comme ça ne répondait pas à nos besoins, on l'a quand même beaucoup modifié. Alors... Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vais juste vous montrer une photo concrète de la June, donc aujourd'hui. Bon, c'est une photo du 17 juin, hein, donc c'était il y a 2 semaines. Et donc là, vous voyez en fait les membres de la monnaie libre qu'on a co-créé il y a 1 an, donc on est à peu près 1200. Et ça, c'est un logiciel en fait qui trace un graphe uniquement en fonction des liens entre les membres qui se sont reconnus entre eux, des liens de reconnaissance. Alors nous on parle de certification. Quand vous reconnaissez quelqu'un, on parle de certification et on voit que ça dessine comme ça une carte avec des notions de distance et grâce à ça on a des règles qui nous permettent de nous protéger contre ce qu'on appelle les attaques civiles. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a ce qu'on appelle une règle de distance qui fait que les membres doivent être proches les uns des autres. On sait, en fait, on se base sur la théorie des graphes et on sait que un graphe social normal, il est naturellement dense. Et il y a des propriétés qui sont notamment... C'est cette image-là qui est très importante, qui montre qu'en fait, un graphe de triche, en fait, un graphe d'une attaque civiile, ça a des motifs particuliers, des patterns spécifiques. Et donc ça, on peut le détecter. Et on a pensé les règles de façon à ce que ce soit très difficile de tricher. Donc voilà, là, vous avez aussi pareil, la toile de confiance avec des couleurs. C'est un algorithme de détection de communauté. Et donc, vous voyez différents groupes locaux. Voilà, donc là, je sais qu'en bleu, là, c'est l'ODEF, par exemple. Moi, je suis ici, Montpellier, on est là. Là, vous avez Toulouse. Ici, vous avez la Bretagne. Là, vous avez la Belgique. La June s'est lancée un peu partout en même temps, en fait, en francophonie, principalement, puisque les ressources sont principalement en français. Cependant, on n'a pas envie de se limiter à la francophonie. Donc, si vous êtes doué si vous êtes bilingue, trilingue et que vous voulez nous aider à traduire... voilà, c'est bienvenu. Vous pouvez nous aider à traduire les ressources existantes sur la June. Et en plus, on pourra même vous faire des dons en June pour ça. Et avec ça, vous pourrez acheter des choses en June, du coup. Et voilà, et là, pareil, la toile avec les avatars des gens. Alors, notion très importante, les photos des gens, ça, c'est pas en blockchain. Ça, c'est par-dessus.
C'est une application tierce par-dessus qui est facultative. Par défaut, quand vous créez un compte dans la monnaie, vous n'avez pas de photos. Tout ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une clé publique, qui est votre RIP finalement, et un pseudo qui va être le nom que vous avez choisi. Ça, c'est les photos, c'est des features en plus, on va dire. Et donc, pour utiliser la June, pour utiliser la monnaie libre, concrètement, vous devez faire quoi? Vous devez installer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ce qu'on appelle un client qui vous permet d'utiliser la monnaie libre. Donc aujourd'hui, il y en a 3. Donc il y a Cesium qui est le plus simple que la plupart des gens utilisent. Il y a Satya qui est un client lourd à installer sur votre ordinateur. Et puis il y a Silkai qui est un client en ligne de commande pour les geeks, pour ceux qui aiment bidouiller. Donc là, je vous ai mis quelques images de Cesium, de mon compte. Donc on voit, il y a un QR code qu'on peut flasher. On voit qu'on peut faire un virement très facilement. On choisit la personne. Il y a un annuaire en plus. Vous pouvez retrouver tous les membres. Voilà, sinon, pour payer quelqu'un, il vous donne sa clé publique et hop, vous pouvez le payer avec ça. Donc il y a un annuaire, on peut retrouver tous les membres. Il y a une carte aussi pour ceux qui se géolocalisent, parce que là aussi c'est facultatif. Nous on tient quand même au respect de vos données et au droit à la vie privée. Donc par défaut, on ne sait rien sur vous. Là c'est uniquement les gens qui se sont volontairement géolocalisés. Ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'il y a des membres. Donc on voit que c'est principalement en francophonie, mais voilà, il y a des membres un peu en Italie, en Belgique, en Suisse, même au Royaume-Uni. Voilà, ça commence à essaimer un peu ailleurs. On n'a pas envie d'être limité à la France en particulier. Et donc vous avez, par exemple, sur certains clients aussi, vous pouvez avoir une vue du réseau, puisque c'est une crypto-monnaie, donc c'est décentralisé, donc c'est basé sur le volontariat. En fait, c'est les membres qui le veulent. Sur les 1200 membres, aujourd'hui, on est environ 70 volontaires à avoir ce qu'on appelle un serveur d'uniteur chez soi et à coécrire les transactions dans le grand livre commun qu'on appelle la blockchain. C'est facultatif. Et après, voilà, il y a un site qui s'appelle Le Bon Coin de la Monnaie Libre, donc c'est j'échange.fr et vous pouvez acheter des choses avec ça. Moi, j'ai déjà acheté un téléphone, un ordinateur, je vends des choses aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Là, on voit quelqu'un qui vend des jeux de société, quelqu'un qui vend des chaussures. Voilà. Et donc, en fait, la June, c'est une expérience, grandeur nature. On a une économie maintenant qui est en place depuis 1 an. Il y a une douzaine de groupes locaux un peu partout en France et dans les pays limitrophes. Et vous pouvez rejoindre la communauté. Il y a un site pour trouver les groupes locaux, donc c'est la toile francilienne, ile-de-france.monnaie-libre.fr. Donc la toile francilienne, c'est le groupe local d'ici, de Paris et l'Île-de-France. Donc si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez aller sur ce site pour être au courant des rendez-vous, rencontrer les autres membres de la June et vous inscrire. Alors la June, donc elle respecte vos libertés, donc liberté zéro, n'oubliez pas, vous êtes libre du choix de votre système monétaire. Donc vous pouvez rejoindre librement la June à tout moment, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, mais vous pouvez la quitter à tout moment aussi, c'est gratuit aussi. Vous pouvez révoquer votre compte sur votre client, sur Cesium, vous cliquez sur révoquer mon compte, c'est fini, vous n'êtes plus là et personne ne va rien vous demander. Donc ça n'engage à rien. Et une fois que vous êtes dans le réseau, vous co-créez votre revenu de base tous les jours, donc c'est environ 10 Junes par jour actuellement, et avec ça vous pouvez échanger des choses. Et pour ceux qui veulent donc approfondir la théorie, d'où ça vient, donc la théorie originelle c'est trm.créationmonétaire.info. Et pour ceux qui veulent approfondir l'aspect technique, comment on a fait techniquement pour mettre en place ça sur une blockchain, etc., il y a le forum technique, forum.duniteur.org, et le site officiel, duniteur.org, où là c'est le site officiel vraiment des aspects techniques. Et on pourra en parler aussi après, moi je reste là toute la journée, il s'avère que je suis l'un des développeurs de Duniteur, donc si vous avez des questions techniques, on pourra y venir. Et puis pour ceux qui ne sont pas intéressés par la technique, mais qui sont intéressés par l'économie, par concrètement qu'est-ce que je fais avec cette monnaie pour échanger, il y a un autre forum, c'est forum.monnaie-libre.fr. Et sur ce deuxième forum, plus orienté utilisateur, là vous allez vraiment parler de des groupes locaux, qu'est-ce qu'on peut acheter et vendre avec, comment ça marche par exemple pour la fiscalité, si je suis un professionnel, etc. Tout ça, ça va être plus sur ce forum-là. Et donc vous avez géchange.fr qui est une plateforme d'annonce pour acheter et vendre en June. C'est la première. Il y en aura d'autres, on espère. On ne veut pas de monopole, nous. Donc pour l'instant, il y a principalement celle-là. Il y en a une autre aussi. Il y a une autre plateforme qui s'appelle J'annonce, que j'ai pas citée là, qui est moins utilisée. Mais il peut y en avoir d'autres, voilà. Et donc ce diaporama, vous pourrez le retrouver sur mon blog, libreloi.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment.
Oui, c'était pas une question, c'était juste une petite précision par rapport à J'annonce, pour dire que c'était plus sur le financement participatif que j'échange, qui est plus l'échange de services et de biens, c'est tout. Ah oui, en effet, oui, il y a une C'est vachement plateforme. important. Oui, je l'ai pas dit, il y a une plateforme de crowdfunding en June, donc c'est j'annonce.duniteur.org, je crois. Voilà, si vous demandez sur le forum, de toute façon, on vous donnera le lien. Oui, bonjour. J'aurais juste besoin d'un approfondissement. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui se développe depuis, on va dire, 2-3 ans. Il y en a quelques milliers maintenant. Les autorités monétaires centralisées parlent de le réglementer. Est-ce que vous ne craignez pas la fin de votre aventure ? Non, pas spécialement, d'autant qu'on voit que le Bitcoin, par exemple, ça a mis plus de 10 ans, faut qu'il y ait eu des millions d'utilisateurs avant qu'ils commencent à légiférer. Et in fine, ils peuvent pas, comme ils peuvent pas contrôler la blockchain, ils peuvent pas empêcher les gens de l'utiliser. Ce qu'ils sont en train, ce sur quoi les États sont en train de légiférer, c'est sur le change entre votre crypto et une monnaie dite régalienne, qu'on appelle aussi monnaie fiat. Donc ce qu'on appelle les monnaies fiat, c'est voilà, euro, dollar, yuan, etc. Donc si par exemple si j'ai des junes et que je veux changer ces junes contre des euros, alors là effectivement, bah, je dois me plier à la législation de l'État correspondant. Bah, ici c'est pas un État, c'est l'Union européenne. Mais si moi par contre je co-crée mes junes et j'achète directement en junes, je les échange jamais contre des euros ou une autre monnaie régalienne, je suis pas concerné par cette législation en fait. Ce qui essaie d'être légiféré, c'est vraiment le change entre une crypto et une monnaie fiat. Si je révoque mon compte avec des Junes dessus, que deviennent les Junes qui m'appartenaient? Alors oui, je ne l'ai pas précisé. Ce que vous révotez en fait, c'est le fait d'être membre et donc d'être co-créateur de la monnaie. Donc quand vous révotez votre compte, du jour au lendemain, vous ne créez plus de monnaie. Mais par contre, la monnaie qui était sur votre compte, elle ne disparaît pas. Elle est toujours là et vous pourrez toujours l'utiliser. Et vous serez seul à pouvoir l'utiliser puisqu'il faut avoir la clé privée correspondante à la clé publique. Et vous pourrez aussi ne pas l'utiliser si vous voulez. Et si vous juste vous quittez le réseau, vous l'utilisez plus, c'est pas grave, cette monnaie elle sera là. Comme elle va se dévaluer avec le temps, puisque la masse monétaire augmente en permanence, donc les anciennes unités monétaires se dévaluent, et ben au bout de 40 ans ça vaudra 0. Donc c'est pas grave si vous avez 10 000 junes que vous révotez puis vous laissez ces 10 000 junes bloquées, et ben elles vont rester bloquées et puis au fil du temps elles vont se dévaluer et donc ça va pas manquer à l'économie. Merci pour cette présentation. Du coup, vous avez dit que pour des monnaies basées sur le minage comme le Bitcoin, on a un désastre écologique. En fait, je suis pas sûr exactement de quelle manière vous avez résolu le problème du fait que maintenant chaque être humain va créer ses dividendes universels et que du coup chaque autre personne va le reconnaître, ou est-ce qu'à un moment donné il y a une complexité cachée qui est fait qu'on a résolu le problème du minage du fait qu'il y a plein de hash à calculer et tout? Alors, nous, la façon dont on a résolu le problème de minage, c'est de deux façons. La première, c'est qu'il n'y a plus l'incitation économique. Le point numéro 1 qui fait que le Bitcoin est énergivore, c'est le fait que vous créez la monnaie de cette façon, par le minage. Et donc, il y a une incitation économique à calculer. Nous, il n'y a pas d'incitation économique, que tu calcules ou pas des blocs dans la blockchain, tu vas créer la même part de monnaie que les autres. Donc, tu n'as pas intérêt à injecter de la puissance de calcul, en fait. Puisque c'est très énergivore, ça coûte du blé, hein. C'est-à-dire que les mineurs de Bitcoin, ils dépensent des millions et des millions de dollars d'électricité. Ils le feraient pas si c'était pas rentable. En June, un mineur il arrive, il va pas investir des millions pour essayer de calculer tous les blocs, puisqu'il va pas créer plus de monnaie que les autres en faisant ça. Donc c'est pas intéressant pour lui. La seule raison qu'il aurait de le faire, ce serait pour prendre le contrôle de la monnaie, pour calculer tous les blocs et du coup pouvoir nous imposer des frais de transaction, etc. Et donc ça c'est le deuxième point. Comment on se protège de ça? Eh bien, grâce à la toile de confiance. Comme on a une toile de confiance, on peut identifier les calculateurs. Et donc, on dit il faut être membre de la toile de confiance pour pouvoir écrire des blocs dans la blockchain, pour pouvoir écrire des transactions. Et de sorte, comme vous devez signer le bloc que vous avez écrit avec votre clé privée de membre, eh bien, on sait qui a calculé. Et donc, comme on sait qui a calculé, eh bien, on peut exclure les gens qui ont trop calculé. Et donc, il y a un algorithme qu'on appelle de difficulté personnalisée, où en gros, votre difficulté pour trouver un bloc
elle va dépendre de qui vous êtes en fait, de qui tu es. En fonction du membre que tu es, tu n'auras pas la même difficulté. Et donc plus tu as calculé par le passé, plus ta difficulté va monter. Et ça oblige une rotation en fait. Ce qui fait que tout le monde calcule à peu près la même part et que ça ne monte pas en consommation énergétique excessivement. Ok, donc il faut faire des calculs différents selon les calculs qu'on a fait avant en fait. Oui, en gros, je sais pas si tu connais un peu le Bitcoin, mais c'est une difficulté commune en fait au réseau. Et donc qui que tu sois, tu as la même difficulté pour trouver un bloc. Alors que dans la June, en fait, ça dépend de qui tu es. C'est une difficulté personnalisée en fait. Et donc si toi tu arrives avec un super calculateur et tu dis je vais trouver tous les blocs comme ça, vous serez obligé de passer par moi pour écrire votre transaction et je vais vous imposer des frais de dingue, et ben tu vas calculer quelques blocs, puis ta difficulté va monter exponentiellement, ça va être tellement dur en fait qu'à un moment tu vas même être exclu. Il y a même ce qu'on appelle un facteur d'exclusion où à un moment en fait on te dit même t'as plus le droit de calculer. Il y a constamment un tiers des membres qui sont exclus. Et donc bah tu pourras rien imposer aux gens, puisque si tu dis moi je vous impose des frais, les gens vont dire non, je peux le calculer moi-même, je mets mon nœud sur un Raspberry et puis je vais trouver un bloc de temps en temps. Donc donc tu peux pas imposer tes volontés quoi. Ok, merci. Moi j'ai la question inverse, c'est du coup s'il n'y a pas d'incitation financière à calculer, comment vous préservez du problème qu'il y a pu avoir sur le réseau pair à pair, c'est-à-dire moi je viens, j'utilise, mais alors surtout je calcule pas pourquoi j'irai consommer mon électricité pour que le réseau puisse vivre, et du coup comment vous faites pour, quand il y a des transactions à valider, quand il y a des éléments comme ça qui nécessitent du calcul, pour vous assurer que vous avez le niveau de calcul suffisant pour que le réseau tienne? Alors en fait, ce qui nécessite du calcul, c'est la synchronisation du réseau. C'est-à-dire que qu'il se passe rien ou qu'il se passe quelque chose, c'est pareil en fait. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas au volume de transactions qu'on a qu'on a ces soucis-là, c'est négligeable. Après, c'est sûr qu'avec le temps, si la June prend et monte en charge et qu'il y a vraiment plusieurs milliers de transactions par jour, voire par heure, effectivement, il y a un coût qui se posera. Ce qui peut être fait, mais ça c'est indépendant de la monnaie, c'est que les gens sont libres de faire des dons les uns aux autres. Et donc les gens peuvent très bien décider de créer une caisse commune et de faire des dons à ceux qui ont un serveur pour écrire des transactions. Après c'est un outil collectif. Voilà, la June, c'est sûr que si demain tout le monde arrête de calculer, la June s'arrête. Très bien. On a un type qui a mis en place ça, il a appelé ça Rémuniteur, il a mis en place un programme qui a un compte, puisque seuls les humains peuvent avoir un compte membre, mais il y a aussi ce qu'on appelle des simples portefeuilles, et ça peut être très bien une entreprise, une association ou un programme informatique. Et donc il y a un programme informatique qui a un compte. Si vous lui versez des Junes dessus, il va les redistribuer à ceux qui ont écrit des blocs. Voilà. Et donc ça peut permettre ça en fait. Après oui, c'est basé sur le volontariat en fait, et je pense que ça marche parce que du moment, si vous voulez, que comme la monnaie c'est un outil quotidien. Et la June, pour l'instant, elle n'est pas encore utilisée au quotidien, mais de plus en plus. Et si demain, la June devient un outil quotidien, les gens auront besoin de la June. Ils n'auront pas envie qu'elle s'arrête. Donc, s'il y a un désinvestissement massif parce que plus personne ne calcule, les gens, ils vont se mettre à payer pour que les gens calculent. Ils vont se mettre à s'y mettre eux aussi, en fait. Je pense, moi, que ça tiendra du fait que si les gens utilisent cette monnaie pour s'acheter des biens et services dont ils ont besoin, ils n'auront pas envie que la monnaie s'arrête. Et parce qu'ils n'auront pas envie qu'elle s'arrête, ils feront ce qu'il faut pour qu'il y ait toujours des gens pour calculer. On a encore le temps pour une question, s'il y a. Il y avait une question là, je crois. Je n'ai pas très bien compris le système des certifications, mais je crois qu'il faut être parrainé par 5 personnes, c'est ça. Et dans le cas où j'arrive avec 5 potes et je leur dis on va au premier mardi du mois là, on ne se connaît pas, on fait semblant de ne pas se connaître. On est tous certifiés, on a tous, en rencontrant des gens, on a tous accès à un compte jaune puisqu'on s'est tous les 5 fait certifier par 5 autres personnes. Sauf que on n'est pas honnête. Et on peut, à partir du moment où nous sommes 5, créer des personnages fictifs. Est-ce que dans le temps, cette possibilité de créer des gens, enfin de créer des personnages fictifs, va être compliquée
exactement comme le système de minage ou ça reste à 5 personnes? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est ce que j'ai passé vite parce que j'avais plus le temps. En fait, faut que je vous montre les images de la toile. On a des mécanismes de protection contre ça. Donc, ce que vous faites ça, c'est que vous appelez ça une attaque sibylle, en fait. Parce que ce que vous dites là, moi j'appelle ça une attaque sibylle. C'est vraiment des faux comptes. Et en fait, ça va avoir un pattern particulier. Il faudrait que je vous montre. Il y a une image. Voilà, elle est là. C'est cette image qui montre ça. Donc là, on l'a pris avec 2, mais supposons que c'est 2 en blanc, tu dis que c'est 5. Et ben, tous les faux comptes que vous allez créer, ils seront dans une bulle à part, ils ne seront pas en lien avec les vrais gens. Puisque les vrais gens, ils ne vont pas certifier vos comptes. Puisque on ne certifie que les gens qu'on connaît en vrai. Et donc, du coup, ça va créer une bulle à part. Et ça, du coup, les points qui seront là, ils seront plus éloignés des autres en termes de distance sociale. C'est-à-dire, si je te certifie, tu es à 1 de moi. Puis si tu certifies un ami, bah cet ami, il est à 2 de moi, etc. Et donc, grâce à la règle de distance, donc elle est un peu compliquée, mais en gros, on dit qu'on doit être à 5 pas les uns des autres. Et ben, c'est ça qui empêche les attaques cibylles, en fait. Qui empêche, si tu commences là, par exemple, ceux qui sont en bord de toile, là, ils sont coincés. S'ils veulent. Et là d'ailleurs, on voit que une attaque sibylle, ça commencerait par là. Une attaque sibylle, en fait, ça serait un trait, où ça serait 5 personnes qui certifient des faux comptes, puis ça ferait un trait vraiment éloigné qui étirerait complètement la toile. Et grâce à ces propriétés-là de théorie des graphes, on peut s'en protéger. On peut se protéger contre la fraude. Voilà, donc c'est la règle de distance principalement. Et puis aussi, les règles, elles évoluent. Effectivement, pour l'instant, c'est 5 personnes, mais on réfléchit à la possibilité d'augmenter avec le nombre de membres, peut-être le nombre de certifications nécessaires. Peut-être quand on sera à des millions, peut-être passer à 6, 7, 8. Voilà, ça c'est en discussion sur le forum technique. Hein. On est toujours en grosse réflexion justement sur comment au mieux sécuriser la toile. On lit aussi les papiers qui sortent, les derniers white papers sur les protections contre les attaques cibylles dans les systèmes d'identification décentralisés. Et donc c'est évolutif, hein. On peut encore toujours améliorer les règles. Déjà, c'est déjà solide, hein. Il y a un article sur le site officiel d'Unitor.org que je t'invite à lire, parce que c'est une question qui t'intéresse, qui s'appelle la toile de confiance en détail. Et c'est un article qui explicite vraiment toutes les règles de la toile de confiance et qui explique justement comment on se protège de ces cas-là en détail. Là, je t'ai dit dans les grandes lignes, mais pour te le dire en détail, il faudrait une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est de la théorie des graphes, c'est assez poussé. Effectivement, c'est un domaine de recherche vraiment très dense.